Une erreur extraordinaire. Ce sont les mots employés par Pedro Sanchez pour qualifier la campagne de bombardement israélo-américain, initiée il y a une dizaine de jours, qui a plongé le Moyen-Orient dans une guerre régionale dramatique. En Europe, sa position tranche avec les autres puissances occidentales, toutes plus ou moins alignées sur les États-Unis. Pedro Sanchez ne cesse, lui, de le marteler, non à la guerre. Et ce, quitte à s'attirer les foudres du président américain Donald Trump. Ce dernier a menacé de couper toute relation commerciale avec l'Espagne la semaine dernière. Alors pourquoi cette position unique de l'Espagne en Europe? Comment expliquer ce contraste avec le positionnement diplomatique d'Emmanuel Macron et de la France? Pour en parler, nous sommes en visioconférence avec Sébastien Faré, historien et spécialiste de la politique espagnole. C'est parti pour le premier entretien de Toujours Debout. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau du Média. Première question, en tant que spécialiste de l'Espagne, comment est-ce que vous analysez la position actuelle de Pedro Sanchez? D'abord, je pense qu'il faut considérer que c'est un des rares gouvernements de gauche en Europe. Donc, c'est d'abord une position qui est singulière dans un contexte politique européen où les gouvernements de gauche sont très peu nombreux. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du pays, la position de Sanchez dépend d'une majorité parlementaire qui est extrêmement fragile et elle dépend notamment de l'appui on va dire des partis de gauche un peu plus radicales comme Podemos ou Sumar, ou des partis indépendantistes catalans de gauche qui pressent pour une position, on va dire, plus en faveur de la paix. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important. J'aimerais qu'on écoute cet extrait d'un discours de Pedro Sanchez qui répondait justement à Donald Trump. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho Premièrement, internacional non à la que nos violation protege du a droit todos, international qui nous protège especialmente los tous, más en indefensos, particulier les a plus la población démunis, la civil. population civile. En segundo lugar, Deuxièmement, no a non à asumir l'idée que le monde ne mundo peut solo puede résoudre ses resolver sus problèmes que problemas par a les base de conflits et les bombes. conflictos, de Et bombas. enfin, Y non à la finalmente, répétition des no erreurs du a passé. repetir los En errores del résumé, pasado. la position du En gouvernement definitiva, espagnol tient en 4 mots. la posición del Non à gobierno la de guerre. España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Non à la guerre, c'est pas seulement Pedro Sanchez qui tient ce genre de propos, on l'entend quand même assez régulièrement, mais c'est le seul qui a sorti ses déclarations d'action concrètes. Je pense par exemple au fait qu'il a refusé que les avions américains se ravitaillent sur les bases andalouses. Oui, absolument. Et il faut dire qu'il y a quand même une certaine cohérence dans sa position face à la situation actuelle. Il faut rappeler qu'en 2024, l'Espagne était un des seuls pays avec l'Irlande et la Norvège qui a reconnu la Palestine. Sanchez s'est montré aussi extrêmement prudent face aux pressions de Trump lorsqu'il a demandé aux pays européens de monter à 5% de leur budget, leur contribution à l'OTAN. Et c'est aussi l'Espagne qui a mené aussi une campagne pour boycotter la prochaine édition de l'Eurovision. Donc, en soi, cette position et ce non à la guerre, c'est dans la suite de ces différentes décisions depuis quelques années. Mais ça fait écho surtout à la position qu'avait pris l'Espagne au tout début des années 2000, lors de la deuxième guerre d'Irak, où face à la position du Premier ministre de l'époque, de José María Aznar, qui était en gouvernement conservateur, et à ce moment-là, Aznar et l'Espagne s'étaient alignés sur la politique d'intervention en Irak de Bush et de Blair. Et à ce moment-là, il y a eu une fameuse alliance qui est le pacte des Açores, durant laquelle Bush, Blair et Aznar s'étaient unis pour demander une intervention en Irak. Et c'est vrai que cette alliance, cette position d'Aznar et de la droite espagnole, elle a provoqué une énorme mobilisation en Espagne. Je crois que c'est parmi les plus grandes manifestations du 21e siècle en Espagne. Il y a eu 1 million de personnes à Barcelone, plus de 2 millions de personnes à Madrid, qui se sont soulevés pour s'opposer à la position de Aznar et de sa position, on va dire, de suivisme, de solidarité avec Bush. Et cette position, elle est essentielle pour comprendre la victoire électorale de la gauche en 2004 avec Zapatero, qui a vraiment construit sa campagne, notamment sur le rejet à la guerre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 25 ans,
l'opposition, on va dire, à la guerre, cette opposition aux pressions américaines, elles sont centrales dans la position du Parti socialiste espagnol et elles sont aussi centrales dans les différentes victoires électorales qu'elles ont eues, notamment en 2004. Mm. Quels sont les risques pour Pedro Sanchez à tenir tête comme ça à Donald Trump? Alors, un des risques principaux, et c'est quelque chose peut-être qu'avaient un petit peu oublié les Espagnols ces derniers mois, c'est que les plus grandes bases militaires américaines se trouvent en Espagne. Donc, au-delà de ce bras de fer politique que mène Trump contre la gauche dans le monde entier, et en particulier en Espagne, il y a la question fondamentale de la gestion de la présence américaine en Espagne, où la péninsule ibérique sert de plateforme pour les avions américains, pour la base navale de la Rota. Il y a entre 7 et 8 000 soldats américains qui sont installés en Espagne. Donc, un des dangers, c'est quand même de créer de très fortes tensions autour de la question de la présence américaine sur la péninsule et d'une menace de nouvelles pressions américaines qui ont menacé notamment de couper les relations commerciales avec l'Espagne. J'imagine qu'il y a aussi un enjeu qui est aussi lié à la participation de l'Espagne à l'OTAN. Oui, absolument. Et là, c'est aussi une question qui est extrêmement, on va dire, polémique si on prend un petit peu de recul, puisque l'Espagne est entrée dans l'OTAN très tardivement, donc après la fin du régime franquiste, au début de la transition en 1982. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, cette question était extrêmement polémique. Une grande partie de la gauche espagnole s'est mobilisée pour s'opposer à l'entrée à l'OTAN. Et ça a été une décision extrêmement douloureuse au sein du Parti socialiste de soutenir finalement l'entrée de l'OTAN. Donc, il y a une grande partie des partis de gauche, en particulier Podemos à Sumar, de positions pacifistes, anti-OTAN, qui sont des positions assez profondes et qui vont être alimentées par ces tensions et ce bras de fer avec Trump. Et est-ce que Pedro Sanchez est sur cette même ligne justement que Podemos? Ou il est Non, obligé de je prendre ça pense. en compte Alors, je pense pas. Je pense que lui, il est dans une position de non à la guerre sur ce qui est en train de se passer en Iran, et aussi une position très claire par rapport à ce qui se passe à Gaza. Par contre, je pense qu'il a une position, on va dire, de solidarité européenne. Il a peut-être l'espoir de s'ériger comme en référent international sur cette question-là. Mais sa position, c'est plutôt effectivement de renforcer la position de l'Europe face aux États-Unis. Et face à l'OTAN, je pense qu'il n'y a pas de remise en cause de l'engagement espagnol actuellement pour Pedro Sanchez. Autre extrait que j'aimerais vous faire écouter cette fois-ci, c'est Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui s'exprime. Dominique de Villepin a dit que l'Espagne sauvait l'honneur de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la France qui sauve l'honneur de l'Europe en étant présente en Méditerranée orientale, aux côtés de nos partenaires, y compris des pays européens comme Chypre, où le président de la République se rendra aujourd'hui, mais aussi aux côtés des pays du Golfe, aux Émirats, au Qatar, où on est très reconnaissant pour l'action de la France en soutien à la défense de ces pays injustement attaqués par l'Iran alors qu'il n'y était pour rien. Je voudrais avoir votre avis justement sur la position de la France. Est-ce que le fait que le dirigeant donc de l'espagnol Pedro Sanchez prenne des positions aussi fortes, qui tranchent avec les positions françaises pour le coup, ça renverrait pas aussi une image d'Emmanuel Macron et de sa diplomatie comme un peu plus faible, un peu plus lâche, où on est toujours dans une espèce de recherche de consensus sans jamais vraiment prendre de décisions concrètes? Alors oui, on pourrait penser ça. Après, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans la même position. L'armée espagnole ne possède pas la dissuasion nucléaire. Le rôle militaire de l'Espagne dans la défense européenne n'est pas le même que celui de la France. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des positions, on va dire, différentes de ce point de vue-là. Euh, Par contre, c'est vrai, ce qu'il faut dire
également, c'est que l'Espagne a des rapports peut-être un peu plus complexes, ou on dire moins ambigu avec les États-Unis que peut l'avoir la France ou Macron en particulier, puisque pour les Français, les États-Unis pendant très longtemps étaient associés à la libération du territoire français pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, à la participation à la construction de l'Occident libéral jusqu'à la fin du régime soviétique et au bloc de l'Est. Alors que pour les Espagnols, cette relation, elle n'existe pas, puisque les États-Unis ont plutôt soutenu la permanence du régime franquiste en s'alliant avec Franco au début des années 50. Et en fait, la présence de ces bases militaires en Espagne, c'est un petit peu le produit de l'alliance privilégiée qu'ont tissé le régime franquiste avec les États-Unis dans les années 50-60 et qui explique pourquoi il a duré jusqu'à la moitié des années 70. Donc, quelque part, derrière la position de l'Espagne, il y a aussi, et en particulier parmi la gauche espagnole, le reflet d'une position beaucoup plus, on va dire, critique face à la contribution américaine dans son histoire et son rapport, on va dire, au rôle des États-Unis dans la défense du territoire ou de l'Europe. Pour en revenir à la population espagnole, est-ce que vous pensez que politiquement, pour Pedro Sanchez, c'est plutôt un bon calcul de se positionner comme ça dans cette espèce de positionnement un peu radical par rapport aux autres? Une manière de se définir comme la vraie gauche qui n'a pas peur de prendre des décisions quitte à aller à l'encontre de l'opinion dominante, entre guillemets, en Europe, on va dire. Alors oui, absolument, ça c'est aussi un élément clé. Il faut penser que les prochaines élections législatives et donc du chef du gouvernement, c'est en 2027, et que Sanchez actuellement est dans une position de perdant, et que le fait finalement de renforcer son image de marche internationale, de mobiliser, on va dire, un certain esprit patriotique en défense des intérêts de l'Espagne, c'est clairement un argument assez positif pour essayer de rétablir son image dans un pays où ces derniers mois il était associé à des affaires de corruption notamment, et face à des attaques constantes de la droite conservatrice et de l'extrême droite espagnole pour sa gestion. Et en fait, en prenant cette position, ça place aussi, on va dire, le Parti populaire, qui est la droite conservatrice, aussi dans une situation assez délicate, notamment avec l'extrême droite, avec laquelle ils sont alliés dans plusieurs gouvernements régionaux. Et c'est vrai que la question des rapports avec Trump, elle place le Parti populaire dans une situation inconfortable et qui favorise très clairement les intérêts de Sanchez, mais aussi de sa capacité à finalement à serrer les coudes et à rassembler toutes les voix de gauche pour affirmer une position internationale et intérieure critique face à ce qui se passe actuellement en Iran. Vous l'avez rapidement évoqué au début de l'interview, c'est pas la première fois que Pedro Sanchez décide de s'exprimer et de tenir une position particulière sur la scène internationale. Je pense notamment à ses positions prises par rapport au génocide à Gaza. Est-ce que pour vous, ça s'inscrit dans la même lignée? Oui, absolument. C'est les éléments qui expliquent la position de Sanchez en Iran. C'est des éléments qui sont assez semblables à ceux qui sont liés à la Palestine. Mais là, je pense qu'il a aussi une position personnelle assez forte, assez constante sur ce qui s'est passé face au génocide à Gaza. Et je pense qu'il ne faut pas réduire ça à des calculs électoralistes ou par sa volonté de positionner l'Espagne d'une manière singulière. Il y a véritablement en Espagne une sensibilité extrêmement plus forte, on va dire, sur les massacres perpétrés à Gaza et sur les bombardements constants auxquels font face la population gazaoui. Pour quelles raisons, selon vous? Alors, je pense qu'il y a quand même une position de la gauche espagnole justement pacifiste, anti-belliqueuse, qui est beaucoup plus forte que dans d'autres pays d'Europe, par le fait que l'Espagne, mis à part quelques opérations
militaire de l'OTAN ou d'autres n'a pas participé depuis les années 70-80 à des opérations militaires extrêmement offensives et que la gauche s'est construite sur le rejet de l'expérience de la guerre civile, des violences auxquelles ont été soumis une partie des Espagnols, notamment les bombardements qui ont lieu dans la guerre civile. Donc, dans cette continuité, la gauche espagnole est très soucieuse dans le discours pacifiste de revendication de la primauté du droit international et de dénonciation de toute forme de dictature ou de régime fasciste. Et là, je crois que c'est quand même quelque chose qui est relativement fort, même dans une gauche assez prudente et social-démocrate qui est représentée par Pedro Sanchez. Dernière question, est-ce que vous pensez que dans le futur, Pedro Sanchez a intérêt à continuer à tenir cette position ou à un moment il va devoir un peu rebrousser chemin et lâcher un peu de lest, entre guillemets, pour ne pas s'attirer les foudres de trop de représentants d'intérêts autres que les siens, à l'international notamment? Alors, moi, je pense que sa capacité à maintenir sa position, elle va être déterminée par les pressions américaines et l'attitude de Trump et de ses alliés européens. Lui, à titre personnel et à titre de la politique intérieure et extérieure de l'Espagne, je pense qu'il a objectivement tout intérêt à maintenir cette position qui le place dans une attitude, on va dire, exemplaire pour une partie de l'opinion publique, qui le singularise face aux autres pays européens et qui offre beaucoup de clarté par rapport justement à la position française ou de l'Allemagne. Et en poursuivant cette position, il s'érige comme un politicien de référence en Europe. Et je crois que pour lui, c'est une opportunité aussi historique de terminer peut-être son mandat ou de se représenter l'année prochaine avec une stature internationale qui est quelque part aussi en cadeau que lui fait Trump. Maintenant, reste à voir jusqu'où peut aller les pressions américaines, jusqu'à quand Trump va entre guillemets tolérer ou intervenir d'autres manières qu'actuellement. Pour l'instant, c'est quand même uniquement des pressions dialectiques qui n'ont pas eu de conséquences ni sur les relations commerciales, ni sur la situation des troupes américaines sur le territoire espagnol. Mais les derniers mois qu'on a vécu laissent difficile de présager la capacité de Trump de dépasser les frontières habituelles de ce qu'on a l'habitude de voir dans la politique internationale européenne. Merci beaucoup Sébastien Faré pour toutes ces explications et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du Média. Merci. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Bonne soirée. Bonne soirée.